Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire la couve. En fait, Eladi, le graphiste, lui pensait à un espèce de monstre marin. C'est un animal très emblématique de l'album qui aurait réchappé au réseau dans l'album numéro 1, dans le sens où, en fait, dans ce deuxième album, toute l'eau a été libérée. Il n'y a pas de faune marine parce qu'elle n'a pas eu le temps de se développer. Les mers sont chaudes et en fait, le seul animal marin qui puisse y vivre et qui a, en quelques années, réussi à proliférer, entre guillemets, sont ces gros monstres marins qui mangent des ptérodactyles. Ensuite, ici, j'avais dessiné quelque chose avec une des sœurs jumelles qui est dans l'histoire, Nanei. Cette fameuse Nanei qui prend un peu une posture héroïque, je l'ai dessinée 6 fois, 7 fois, 8 fois. J'hésite à la faire soit marcher, soit se tenir bien droite, bien campée sur ses jambes. Alors là, les amis, c'est chaud. Alors, je sais pas. La position de la jeune fille me paraît sympathique. C'est une pose d'héroïne de base, un peu entre guillemets, avec voilà, cette espèce de posture un peu incisive, prêt au combat, prête à combattre. C'est nouveau pour moi parce que je suis pas très... C'est pas mes codes à moi en fait, ces codes de bande dessinée populaire. Les couves qui m'attirent sont pas forcément celles avec le plus de stéréotypes de ce genre. Et là, c'est marrant parce que bon, voilà, je le fais. Je pense que ça marche bien parce que c'est assez impactant. Je suis dans une espèce d'entre-deux assez délicat parce qu'en plus dans l'album... j'en joue à fond, c'est-à-dire que ouais, il y a des combats, il y a des dinosaures, ça tranche de partout, mais en fait, je mets le focus peut-être sur autre chose que sur le combat lui-même. Le combat n'est que la représentation métaphorique du sang déversé sur la terre et sur les fleurs. C'est marrant parce que dans les scènes de combat, j'ai essayé de faire fleurir des... Enfin, il y a la présence de nature et de fleurs un peu partout. Donc en fait, c'est pas des scènes de combat pures, ce que j'aime beaucoup, mais c'est aussi voilà, la relation entre le décor, ce que l'on voit et l'action, et aussi la relation entre les personnages en eux-mêmes. Et donc, pour revenir à la couve, je me sens pas très original, en gros, c'est ça que je veux dire. Et il faut que je le sois. C'est ce que j'ai envie d'être. Donc j'avais peut-être une idée, utiliser cette attitude un peu archétypale et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui pousse, donc faire des fleurs ici aussi, qu'il y ait dans la couverture même tous les éléments qui sont présents dans l'album, c'est-à-dire les plantes, l'eau, les éclairs et le sang. C'est super dur, hein. Ce que je fais, c'est hyper dur. Sur quoi elle est, sur quoi elle repose, pour pouvoir être à la même continuité, dans la même profondeur que ce qui se passe derrière. Grâce à ces petits éléments, j'ai peut-être une idée de fou. Je vais sortir un bouquin qui va m'inspirer pour les prochains tomes, s'il y a des prochains tomes, c'est ce livre-là, Roland et Sabrina Michaud, Mousson. Et là, il y a ça, donc une illustration de pont de liane. Je trouve ça absolument magnifique. Et donc, je vais en faire un là. En fait, je voulais faire ça dans l'album, absolument. Je voulais placer ça, j'ai pas réussi en fait. Je vais faire elle sur un espèce de pont liane avec des lianes dans tous les sens. Et ça va vraiment me plaire avec des fleurs qui sortent de partout. Ça va être assez cool, je pense. Donc là, je sais pas, je suis reboosté, je suis remotivé. Et en plus, je vais pouvoir, grâce à ça, placer la sœur jumelle en fait de cette jeune femme. Donc en fait, voilà, je fais d'immenses lianes qui partent de part et d'autre comme ça. Des lianes recouvertes de mousse, de lierre, de choses comme ça. Là, je vais mettre des petites fleurs. Donc ça me fait plaisir. En fait, de mettre des fleurs, c'est vraiment très important. Je me fais un peu confiance généralement sur comment la nature émerge. En fait, la nature, elle aussi, émerge selon l'espace qu'on lui donne. Et notre trait, c'est la même chose. Selon l'espace qu'on lui donne, le trait apparaît comme ça un peu de façon spontanée. Et la couve, c'est un truc qui est toujours coton. Bon courage, merci à toi. Ouais, c'est très coton. Faut trouver le juste milieu entre plein de choses. C'est-à-dire donner plein d'informations et en même temps que ça ait la patate, que ça donne envie. Je sais pas, il y a plein de choses que l'on a vues et que l'on apprécie quand on regarde une couve. Il y a des codes de genre aussi. C'est-à-dire simplement par exemple en science-fiction qu'est-ce qu'on aime voir, en saga, en série d'aventure qu'est-ce qu'on aime voir. Moi c'est une série, enfin ça devient une série pour le coup puisque je fais le tome numéro 2. Donc quelle chose je garde du tome précédent, de la structure du tome précédent, qu'est-ce que je renouvelle, qu'est-ce qui reste mystérieux, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est épique. Enfin voilà, je me pose plein de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a motivé pour passer de Passy à un univers plus fantasy? L'actualité. Passy, c'est un récit d'actualité sociale, mais de façon très diffuse. Et je trouvais que l'immersion dans un personnage, le fait évoluer dans un décor contemporain, ça me plaisait bien, sensitivement et narrativement parlant. Et même chose, là, parler de l'actualité et parler de sensations intérieures. Alors, c'est pas de la fantaisie, parce que oui, là, pour le coup, ça devient plus ou moins de la fantaisie, mais une espèce de frontière bizarre entre fantaisie et science-fiction pour les deux albums, pour le tome numéro 1 pour le tome numéro 2. Ça me paraissait approprié pour faire exploser les frontières, ne plus, justement, j'étais trop rattaché au réel, ne plus dessiner de bagnoles, ne plus dessiner d'immeubles dégueulasses.
J'ai envie de faire des choses qui me fassent plaisir en dessin, c'est-à-dire des mix d'architecture du monde entier, des mix de matières qui me plaisent entre elles, du bois, de la terre, et donc aller chercher dans d'autres cultures que celles qu'on a l'habitude de voir en science-fiction, c'est-à-dire du Dubaï en fait, ou des super métropoles de ferraille. Ça m'énervait de voir ça tout le temps. Donc en fait, j'avais envie de prendre le contre-pied, de revenir à des, je sais pas, des costumes ou des personnes qui puisent dans des choses qu'on a pu faire dans l'histoire de l'homme bien plus ancestrale, pour le coup. Oui, je voulais dire moins contemporain réaliste que Belle Vie et Passy, post-apo. Là, pour le coup, pour le second tome, ouais, c'est plus post-apocalyptique, comme tu dis. Mais apocalyptique, il y a apocalypse dedans. Genre, il y a une espèce de fin brutale, ce qui est le cas dans l'album. Mais en fait, je le vois pas comme ça, en fait. C'est bizarre. Je vois juste comme, justement, une continuité de la vie dans nos sociétés contemporaines telles qu'elles sont activées là maintenant. On est en train de détruire toute trace de vie et on continue, on y va vraiment franco. Et personnellement, je m'attends presque à ce que, je sais pas, à un moment donné, ça bascule et ça nous impacte, nous, l'humanité, de façon plus globale, ce qui, je pense, nous arrivera assez vite. C'est pas ce que je souhaite, hein, mais c'est ce qui se constate. C'est pas un fantasme d'apocalypse, c'est pas des images que j'ai envie de voir, c'est des images qui viennent à moi. Rien n'est gratuit, en fait, dans ce qu'on dessine, tout est très réfléchi. Il y a des choses qui me donnent envie, comme de voir la végétation naître. Mais justement, c'est dans des petits détails. J'essaie de faire fleurir des choses en arrière-plan et qui sont pour moi tout aussi importantes que l'action qu'il y a en premier plan. Oui, on sent bien la vie en ton dessin, plus que la mort. Ouais, c'est cool, merci. Je suis content qu'on puisse ressentir ça. Les deux, en fait. Les deux sont présents. Et je pense qu'à l'avenir, on va irrémédiablement renouer avec cette idée de mort, en fait. Comment on appréhendera la mort à l'avenir, de façon peut-être plus brutale, plus présente. Pour l'instant, on a de la chance, en fait. Dans ce que l'on vit actuellement, la mort est plus ou moins mise à l'écart. On est presque protégé de ça, mais elle commence à revenir petit à petit dans notre quotidien. Bah, de par le Covid, de par ce que l'on mange, par exemple. Et donc, les deux jeunes femmes, ici, ensuite, un dinosaure marin qui sort en pleine tempête. J'arrive sur son ptérodactyle qui évite de se faire croquer. Et là, je fais un truc super cool. Ici, il y aurait le titre, donc Négaliode ici, plus ou moins. Et là, je vais faire un immense... Alors, je vais le dessiner avec vous. Il y a un immense trou qui est un peu l'œil d'un typhon. Il faut que ça soit gigantesque. Là, ça ressemble à quelque chose qui me plaît à mort. C'est une espèce d'immense œil du cyclone, comme ça. Et en fait, au fond, il y a des éclairs partout. Vous avez remarqué que ça forme un œil avec les éclairs qui sont un peu les veines des yeux, donc les espèces de veines lumineuses. Dans la précédente vidéo, dans le précédent live, j'avais fait le rapprochement entre les éclairs et les veines sanguines, et ce rapport entre l'extrêmement large et lumineux et l'extrêmement interne et sombre du corps et du vivant. Donc voilà, j'aime bien faire ce parallèle symbolique entre les veines lumière et les éclairs sang. Content d'avoir partagé ça avec vous, je vous laisse les amis. Hâte de voir ensuite tout ça imprimé, ça va être juste super cool.